Il s'appelait Jean-Marc Quadio, mais tout le monde l'appelait le vieux père. Il avait 73 ans. Homme d'affaires redouté, il possédait des hôtels, des terrains, des voitures de luxe et surtout une grande entreprise prospère dans l'immobilier. On disait qu'il avait de l'or dans les mains. Mais aujourd'hui, ce n'était plus qu'un vieil homme affaibli, solitaire, qui passait ses journées enfermé dans sa villa de Cocody en grès. Un après-midi, il était seul dans son salon. Il regardait une vieille photo de famille posée sur la table basse. Dessus, il y avait sa femme Marina, ses 2 fils Fabrice et Didier, et ses 2 filles Clarisse et Rosine, la benjamine. Son cœur se serra. Il murmura, presque pour lui-même. Qui parmi eux m'aime vraiment? Qui restera à mes côtés si je tombe malade? Si je ne peux plus parler, plus marcher? Qui prendra soin de moi sans attendre mon héritage? Ce jour-là, il prit une décision risquée. Il appela 2 personnes en qui il avait encore confiance. Maître Dago, son fidèle notaire depuis 20 ans, et docteur Kouamé, son médecin personnel. Ils arrivèrent en fin d'après-midi. Le vieux père les fit asseoir dans son bureau. « Je veux faire un test, dit-il d'une voix fatiguée. Je veux qu'on annonce à ma famille que je suis gravement malade, en phase terminale. Je veux voir leur réaction, voir qui m'aime pour de vrai. » Maître Dago hocha lentement la tête, surpris, mais compréhensif. « C'est une sage idée, répondit-il. Mais dans ce cas, mettons tout en sécurité. Je vais ouvrir un compte secret et y transférer la moitié de votre patrimoine. Si quelqu'un veut jouer au vautour, il ne trouvera rien. » « Très bien, » approuva Jean-Marc. Le docteur prit une profonde inspiration. « Je vais leur dire que vous avez un cancer avancé, avec 6 mois à vivre au maximum. Je vais vous prescrire quelques médicaments pour entretenir l'illusion. » Et le plan fut lancé. Le lendemain matin, le vieux père commença à tousser violemment dans la maison. Il s'alita, ne mangeait plus beaucoup, se plaignait de douleur. Sa voix devint faible. Il restait enfermé dans sa chambre, les rideaux fermés, le visage pâle. Au bout de 2 jours, Clarisse, sa fille aînée, s'affola. « Il faut appeler le docteur, vite! Papa ne va pas bien du tout. » Docteur Kouamé arriva rapidement. Il ausculta Jean-Marc devant toute la famille rassemblée dans le salon. Marina son épouse, Fabrice le fils aîné, Didier le cadet, Clarisse la première fille et Rosine la dernière. Le docteur soupira, puis déclara solennellement: « Je suis désolé, votre père est atteint d'un cancer très avancé. Il ne lui reste peut-être pas plus de 6 mois à vivre. » Un silence glacial tomba dans la pièce. « Hein? Non, ce n'est pas possible !» s'écria Rosine en se jetant dans les bras de son père. « Papa, non, tu vas guérir, tu m'entends? Tu vas guérir !» Même Fabrice et Didier parurent sous le choc. Marina, elle, posa la main sur sa poitrine et s'effondra lentement sur le canapé, comme étouffée par l'émotion. Les premiers jours, tout le monde fit semblant de s'inquiéter. On lui apportait à manger. On lui demandait s'il avait bien dormi. On le caressait sur le front. Mais au bout d'1 semaine, tout changea. Au début, la chambre du vieux père ne désemplissait pas. Marina passait le voir chaque matin. Clarisse venait avec du jus d'orange. Didier s'asseyait 5 minutes à ses côtés. Fabrice posait quelques questions avant d'aller à l'entreprise. Et Rosine, elle, restait souvent jusqu'à tard dans la nuit. Mais au bout d'1 semaine, tout changea. Un matin, Marina ouvrit la porte, jeta un rapide coup d'œil et referma aussitôt. « Je ne peux pas, » dit-elle à Clarisse en soupirant. « Je n'arrive pas à le regarder comme ça. Ça me brise le cœur. »« Moi aussi, j'ai du mal, » répondit Clarisse. « Et puis j'ai trop de choses à faire. J'ai un rendez-vous chez la coiffeuse et après je dois aller chercher des perruques à Cap-Sud. » Didier, lui, annonça qu'il devait voyager pour une mission professionnelle. Quant à Fabrice, l'aîné, il s'installa confortablement dans le bureau du vieux père. Il commença à donner des instructions au personnel de maison et se fit appeler Monsieur Fabrice. Un jour, il entra dans la chambre de son père avec une pile de papiers. « Papa, tu dois te reposer maintenant. Laisse-moi gérer l'entreprise. Je vais m'occuper de tout. » Jean-Marc le regarda longuement. Il ne dit pas un mot. Mais au fond de lui, il notait tout, chaque attitude, chaque mot, chaque absence. À la société,
Fabrice devint le nouveau visage. Il organisa une grande réception, fit changer les meubles du bureau du PDG, acheta une voiture neuve de luxe et commença à signer des chèques comme s'il possédait déjà tout. Clarisse, elle, débloqua de l'argent pour acheter des sacs de marque et des perruques à plus de 300 000 francs CFA pièce. Didier s'afficha sur les réseaux sociaux avec une fille qu'il venait de rencontrer, lui offrant téléphone, billets d'avion et bijoux, comme un vrai prince. Pendant ce temps, le vieux père continuait de jouer le malade. Il toussait, restait allongé et faisait semblant de ne plus avoir de force. Il devenait plus silencieux, plus fragile. Il ne parlait presque plus. Mais une seule personne ne l'avait jamais abandonné. C'était Rosine. Chaque matin, elle entrait doucement dans la chambre avec un plateau de nourriture. Elle l'aidait à s'asseoir. Elle le nettoyait, changeait ses draps, lui chantait de vieilles berceuses. Elle posait des linges frais sur son front. Et surtout, elle restait à ses côtés. « Papa, je suis là. Je ne te laisserai jamais. Même si tu ne peux plus parler, je resterai. Même si tout le monde part, moi je reste. » Un soir, les larmes aux yeux, elle s'approcha de sa mère. « Maman, et si on l'envoyait à l'étranger? Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. » Mais Marina secoua la tête. « Quoi? Non, non, c'est trop cher. Et s'il meurt là-bas? On va gaspiller des millions pour rien. Je préfère qu'il reste ici. » Rosine rentra dans sa chambre, effondrée. Elle pleura toute la nuit, la tête posée contre le bras de son père. « Je suis désolée, papa. Je ne peux rien faire de plus. Mais je suis là. Je suis là. » Pendant ce temps, dans une autre aile de la maison, Fabrice organisait une nouvelle fête avec ses amis. Ils riaient, buvèrent du vin, écoutèrent de la musique forte. Ils criaient fièrement « Bientôt, tout ça sera à moi. La maison, les voitures, l'entreprise, à moi tout seul. » Mais ils ne savaient pas que le vieux père avait entendu chaque mot. Ils ne savaient pas que le vieux père n'était pas mourant, qu'il voyait tout, qu'il retenait tout. Chaque matin, le silence devenait plus lourd dans la maison Quadio. Le soleil entrait à peine dans la chambre du vieux père, et le vent, même léger, semblait éviter les couloirs. On marchait sur la pointe des pieds, mais pas par respect, par culpabilité. Dans sa chambre, Jean-Marc Quadio était toujours là, allongé, immobile, le regard éteint. Il toussait moins fort maintenant, mais plus souvent. Rosine était la seule à s'occuper de lui. Chaque jour, elle le lavait, le nourrissait, chantait doucement pour lui. Pendant ce temps, les autres s'éloignaient. Un matin, Fabrice entra dans le bureau de direction à l'entreprise. Il convoqua une réunion en urgence. Les cadres supérieurs étaient là, assis, inquiets. Parmi eux, il y avait Monsieur Haquet, un homme fidèle qui travaillait avec le vieux père depuis 30 ans, et Madame Linda, la responsable des finances. « Bonjour à tous, » dit Fabrice en ajustant sa veste. « Mon père est désormais incapable de diriger. À partir d'aujourd'hui, je prends le relais. Tout passera par moi. » Monsieur Haquet leva doucement la main. « Pardon, monsieur Fabrice, mais le président directeur général est toujours en vie. Peut-être qu'on pourrait mettre en place un comité provisoire ?» Fabrice frappa la table. « Quoi? Vous doutez de moi? Vous remettez en question mon autorité dans ma propre entreprise ?» Madame Linda tenta d'apaiser la tension. « Nous voulons juste protéger l'entreprise, monsieur. Peut-être qu'un soutien temporaire. »« C'est bon !» s'énerva Fabrice. « Vous êtes tous virés !» Il fit signe à la sécurité. En quelques minutes, monsieur Haquet, Madame Linda et 3 autres anciens cadres furent escortés dehors, comme des criminels. Le lendemain, Rosine apprit ce qui s'était passé. Elle eut mal au cœur. Elle réunit ses 2 frères dans le salon, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi vous vous battez comme ça? Vous avez oublié que papa est encore vivant? Qu'il respire encore? Qu'il vous entend peut-être? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous vous jetiez sur ses biens comme ça ?» Fabrice baissa la tête. Didier restait silencieux. « Vous ne le méritez pas, » murmura-t-elle en se levant. « Vous ne méritez pas ce père. » Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Didier, vexé, voulut lui aussi prendre sa part. Il alla dans l'un des hôtels de luxe que leur père avait construit dans la zone de la Riviera. Le directeur de l'hôtel, Monsieur Conan Félix, était surpris de le voir arriver sans prévenir. « Bonjour, monsieur Didier. Vous allez bien? Votre père va-t-il mieux? »« On est ici pour parler affaires, » répondit Didier froidement. « Je veux vendre cet hôtel. »
Vendre? S'étrangla le directeur. Mais c'est l'un des joyaux de votre père. Il l'appelait sa fierté. Tu me poses trop de questions, vieux. Si tu refuses, tu es viré. Félix, inquiet, appela discrètement le notaire, maître Dago, le soir même. Monsieur, quelque chose ne va pas. Le fils de monsieur Quadio veut vendre l'hôtel. Ça ne sent pas bon. Le notaire réagit aussitôt. Il contacta des acheteurs de confiance et fit acheter l'hôtel par des hommes de l'ombre, sous de faux noms. Il plaça les papiers dans son coffre-fort personnel, loin de la maison Quadio. Didier, lui, crut avoir gagné. Il se vanta partout. J'ai vendu un hôtel de luxe à plus de 600 millions. On va voir qui commande maintenant. Mais il ignorait que son propre père avait tout prévu et que le notaire avait tout récupéré pour lui. Le chaos atteignit un nouveau niveau quand Clarisse apprit que Didier avait vendu l'hôtel. Elle entra dans le salon comme une furie. « T'as fait quoi » cria-t-elle. « C'était moi qui devais hériter de cet hôtel. Comment oses-tu le vendre sans rien dire à personne ?» Didier haussa les épaules. « Tu n'es pas l'aîné, que je sache. Et puis, je fais ce que je veux. Papa est mourant, non ?» Clarisse le gifla si fort qu'il perdit l'équilibre. « Espèce de voleur! C'est à cause de gens comme toi que la famille va tomber. » Didier, fou de rage, la gifla à son tour. Ils commencèrent à se battre comme des enfants, sous les yeux des domestiques et de Rosine qui arrivait en courant. « Assez !» cria-t-elle. « Assez !» Elle s'interposa, les larmes aux yeux. « Papa est encore en vie, bon sang, et vous êtes là, à vous battre comme des vautours. J'ai honte de vous, j'ai honte !» Et pendant que les cris résonnaient dans toute la maison, le vieux père, couché dans sa chambre, les entendait tous. Il ferma les yeux lentement. Pas de fatigue, mais de tristesse. Son cœur pleurait ce que ses yeux ne pouvaient plus montrer. Le vieux père ne disait rien, mais il entendait tout. Chaque dispute, chaque insulte, chaque pas lourd dans le couloir. Sa chambre était devenue une prison de silence et de douleur. Mais ce qu'il allait vivre maintenant allait lui briser ce qu'il restait de cœur. Un matin, Marina, son épouse depuis plus de 25 ans, entra dans la chambre avec un air dégoûté. Elle jeta un coup d'œil rapide, pinça le nez et murmura « Cette chambre sent la mort. On dirait déjà un cercueil. Tu veux nous enterrer avec toi ?» Le vieux père toussa faiblement, sans répondre. Marina secoua la tête, exaspérée. « Tu ne peux même plus parler, même pas te lever pour ouvrir les rideaux. Est-ce qu'on doit tous pourrir ici parce que monsieur est malade ?» Elle sortit brusquement, claqua la porte. Quelques heures plus tard, elle appela le chauffeur et 2 agents de sécurité. « Venez, transportez-le dans la chambre d'amis, » ordonna-t-elle. « Cette pièce est invivable. Je veux récupérer mon espace. » Rosine surgit au même moment. « Maman, tu fais quoi? C'est la chambre de papa? »« Tais-toi » répliqua Marina. « Je suis sa femme, pas toi. Je décide ici. » Rosine se plaça devant le lit, les bras tendus. « Ne le touchez pas. Il ne quittera pas cette chambre. » Mais les gardes, gênés, avaient reçu l'ordre. Lentement, ils soulevèrent le corps fatigué du vieux père. Il ne résista pas. Il ne dit rien. Mais une larme coula de son œil gauche. Ce n'était pas une larme de douleur physique. C'était une larme d'humiliation. Les jours suivants, Rosine restait dans la chambre d'amis, assise à côté du lit, changeant les draps, essuyant le front de son père, parlant doucement. Lui restait silencieux, mais il tenait sa main fort. Pendant ce temps, Marina avait trouvé un nouveau centre d'intérêt. 2 jours plus tard, habillée en pagne jaune et blouse brillante, Marina alla chez sa meilleure amie, Marguerite, à 2 plateaux. Cette dernière l'accueillit avec un verre de jus et un sourire moqueur. « On dit que ton mari est en train de mourir, et toi, toujours aussi fraîche. » Marina soupira. « Mourir ? Il est déjà mort dans ma tête. Il ne me parle plus, ne me touche plus. Il reste couché là, comme un vieux sac. J'ai l'impression d'être veuve. » Marguerite éclata de rire. « Ma chère, tu es une femme encore pleine de vie, élégante, désirable. Tu vas pas te laisser faner comme ça. Il y a des hommes là dehors qui rêveraient d'une femme comme toi. » Marina esquissa un sourire un peu flatté. « Tu crois ? Je connais un gars, un coach sportif, doux, poli et très endurant. » Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, Marina rencontra Benjamin, un jeune homme musclé, peau ébène, dents blanches, toujours parfumé,
qui travaillait dans un spa à Cocody. Le courant passa vite. Au début, il se retrouvait discrètement dans des hôtels. Mais bientôt, Marina perdit tout sens de la pudeur. Elle l'introduisit à la maison comme le nouveau chauffeur personnel. Elle lui donna une chambre au fond de la cour. « Voici Benjamin », annonça-t-elle fièrement à ses enfants. « Il me conduira où je veux, quand je veux. Y a un problème ?» Clarisse leva les yeux au ciel. Didier se retint de rire. Fabrice murmura à Rosine. « Chauffeur ou amant ?» Rosine ne dit rien. Mais une nuit, elle entendit des bruits étranges venant des quartiers des domestiques. Elle marcha pieds nus, lentement, les oreilles tendues. Puis, elle ouvrit brusquement la porte. Et là, ce qu'elle vit faillit lui faire perdre l'équilibre. Sa propre mère, assise sur les genoux de Benjamin, à moitié déshabillée, en train de l'embrasser dans le cou. Tous les deux figés. « Maman !» cria Rosine, la gorge nouée. Marina se leva brusquement, arrangeant son boubou. « Rosine, c'est pas ce que tu crois. Tu oses? Pendant que papa est malade, ici dans sa propre maison. Je suis une femme. Tu crois que je suis une statue? Ton père ne me touche plus. Il est mort à l'intérieur. » Rosine secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es juste, cruelle, égoïste. Tu ne l'aimais jamais, en fait. » Elle se retourna brisée. Benjamin s'enfuit de la maison le lendemain matin sans même prendre ses chaussures. Ce soir-là, Rosine s'assit au chevet de son père. Elle lui caressa doucement la main. Elle murmura « Papa, on ne peut plus rester ici. Tu ne mérites pas ça. Peut-être que là-bas, au village, tu trouveras un peu de paix. » Et en silence, elle fit ses valises. Avec l'aide du vieux chauffeur, elle fit monter son père dans la voiture. Et en pleine nuit, ils quittèrent Abidjan. Direction, le village natal, quelque part entre Dimbokro et Bongouanou. Il était un peu plus de 21 heures. La vieille Toyota Avensis franchit lentement les dernières collines rouges. Les phares éclairèrent la poussière et les sentiers déserts. Rosine tenait fermement le bras de son père à l'arrière, le regard fixé sur l'obscurité. Le vieux père, amaigri mais toujours digne, avait le regard perdu dans le vide. Il ne parlait pas. Il ne demandait rien. Mais il avait accepté de partir. Il n'avait plus la force de se battre, ni contre la maladie qu'il simulait, ni contre la douleur réelle de la trahison. À leur arrivée dans le village de Nguessanкro, la nouvelle se propagea comme un feu de brousse. « Le vieux Quadio est de retour! Il est malade !» En moins d'une heure, la cour de la maison familiale se remplit de parents éloignés, d'anciens amis, de voisins, de cultivateurs, d'enfants, de vieilles femmes. Chacun portait quelque chose, des bananes plantains, des noix de coco, du miel sauvage, des racines médicinales, et même un coq pour appeler la guérison. Ce monsieur-là, il m'a aidé à construire mon champ. Il a payé l'école de mon fils. Il a bâti l'école primaire du village. Il n'a jamais oublié ses origines. Rosine était bouleversée. Tous ces gens, tous ces gestes d'amour. Et pourtant, aucun d'eux n'attendait d'héritage. Ils restèrent dans la cour jusqu'à minuit, priant, chantant des cantiques, déposant les offrandes près du vieux fauteuil où Jean-Marc était assis, enveloppé dans un pagne lourd. Une vieille femme s'approcha doucement. « Mon fils, nous avons entendu dire que tu étais en fin de vie. Mais ici, il y a encore de l'espoir. Nous allons appeler un vieil herboriste. Il soigne là où les hôpitaux s'arrêtent. » Le lendemain matin, un homme apparut à la porte. Grand, mince, la peau ridée par le soleil, vêtu d'un long boubou noir, des poudres blanches sur le visage. Il s'appelait Kwaku, le sage. Les gens du village disaient qu'il avait guéri des cas que les médecins avaient abandonnés. Il entra dans la pièce. Tous les autres sortirent. Il s'assit silencieusement face au vieux père. « Ton regard n'est pas celui d'un mourant, » dit-il d'une voix basse. Jean-Marc le fixa longuement. Puis il parla pour la première fois depuis des jours. « Je ne suis pas malade. Pas vraiment. J'ai simulé. J'ai voulu tester ceux que j'appelais ma famille. » Le vieil herboriste plissa les yeux. « Tu voulais voir leur vrai visage ? » ?»« Oui, et je les ai vus. J'ai vu la haine, l'impatience, la trahison. Et au milieu de tout ça, une seule lumière, ma fille Rosine. » L'herboriste resta silencieux un moment. Puis il sourit. « Tu n'as pas de maladie dans le corps, mais tu as une maladie dans l'âme. La douleur du cœur trahi,
Et ça, c'est plus dangereux que n'importe quel cancer. Le vieux père baissa les yeux. Une larme roula. Elle m'a lavé, nourri, aimé, protégé. Et les autres, ils vendèrent mes biens comme si j'étais déjà enterré. L'herboriste posa la main sur son épaule. Alors guéris, pour elle, pas pour la maison, pas pour l'entreprise, pas pour ta réputation, pour elle seule. Rosine, qui attendait dehors, vit le vieil homme sortir avec un léger sourire. « Il est plus fort que vous ne le pensez, dit-il. Continuez de l'aimer. Votre amour est son meilleur médicament. » Elle sourit timidement, les yeux brillants. Elle ne comprenait pas encore tout. Mais quelque chose venait de changer. Pendant ce temps, à Abidjan, la maison Quadio tombait lentement dans un vide étrange. Fabrice tournait en rond, car les fonds de l'entreprise étaient presque à sec. Didier ne recevait plus d'argent depuis la vente secrète de l'hôtel. Clarisse se demandait si elle devait aussi tenter sa chance en vendant des terrains. Et Marina restait cloîtrée dans sa chambre, honteuse, depuis le départ de Benjamin. Mais le calme du village, lui, devenait une source de paix. Chaque soir, Rosine servait du foutou, du riz gras ou de la sauce graine à son père. Il mangeait lentement, en silence. Mais il mangeait. Il reparlait un peu. Il marchait dans la cour. Il écoutait les coqs chanter le matin. Un soir, il s'assit dehors, regardant les étoiles. Peut-être que c'est ici que je devais revenir pour comprendre la vie. Le ciel du village était d'un bleu profond. L'air était calme, presque sacré. On entendait juste les grillons chanter et le feu de bois crépiter dans la cuisine extérieure. Rosine sortit du couloir avec une bassine d'eau chaude, s'approcha doucement et posa une serviette sur les genoux de son père. « Papa, tu veux que je te lave les pieds ce soir ?» demanda-t-elle tendrement. Jean-Marc Quadio leva la tête. Il regarda sa fille longtemps, trop longtemps. Puis il fit un petit geste de la main. « Non, assieds-toi ici. J'ai quelque chose à te dire. » Rosine s'installa sur un tabouret, les mains jointes sur ses genoux. Le vieux père prit une longue inspiration. Son regard était grave, mais paisible. « Rosine, ce que je vais te dire maintenant, personne d'autre ne le sait. Même pas tes frères, ni ta mère. Pas même Clarisse. » Elle fronça les sourcils, attentive. Il poursuivit, lentement. « Je ne suis pas malade. Je n'ai jamais eu le cancer. Tout ça, c'était un test. » Rosine resta figée. Elle cligna des yeux, comme si ses oreilles venaient de la trahir. « Un test ? Comment ça, papa ? » ?»« Oui, un test pour voir le cœur de chacun. Savoir qui m'aimait vraiment et qui n'attendait que ma mort pour ramasser mes biens. » Rosine se leva brusquement. « Papa, tu veux dire que tout ce qu'on a vécu, les pleurs, les soins, les prières, c'était pour voir qui allait trahir ?» Le vieux père hocha la tête lentement. « J'étais fatigué, Rosine, fatigué d'être aimé uniquement quand je donne. J'avais besoin de savoir. Et maintenant je sais. » Rosine porta la main à sa bouche. Elle avait envie de pleurer. Mais en même temps, elle comprenait. Elle s'agenouilla devant son père, la tête sur ses jambes, et murmura « Papa, même si tu étais vraiment mourant, je n'aurais jamais bougé. Jamais. » Jean-Marc posa une main tremblante sur la tête de sa fille. « Je le sais. Et c'est pour ça que tout ce qui me reste désormais te reviendra. » Rosine releva la tête, les yeux rouges. « Non, papa. Je ne t'ai pas aimé pour de l'argent. Et c'est justement pour ça que tu le mérites, » répondit-il. Le lendemain, il convoqua les anciens du village sous le grand arbre central. Rosine les regardait s'installer. Son oncle paternel, quelques cousins, 2 sages du village et même l'herboriste. Jean-Marc se leva, debout cette fois, sans aide. Il s'adressa à eux d'une voix ferme. « Mes frères, mes amis, j'ai une chose à confesser. Je ne suis pas malade. Je n'ai jamais eu de cancer. » Tous ouvrirent grand les yeux. Quelques murmures traversèrent le cercle. Il continua. « Je voulais voir qui, dans ma maison, m'aimait pour moi et non pour mon argent. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. Et j'ai décidé, c'est ma fille Rosine qui reprendra tout ce que j'ai bâti. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Puis l'un des anciens se leva, un large sourire sur le visage. « Tu as fait ce que beaucoup n'ont pas le courage de faire.
Tu as regardé la vérité dans les yeux. Que Dieu te garde. Et que ta fille te rende encore plus fière. 3 jours plus tard, une voiture 4x4 noire brillante quitta le village en direction d'Abidjan. Rosine portait un cabas élégant, les cheveux noués simplement. À côté d'elle, son père, vêtu d'un boubou blanc brodé, tenait une canne, mais il n'en avait plus besoin. Il regardait la route défiler et murmurait « Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui reviens, c'est la justice. » La voiture noire franchit lentement les grandes grilles de la villa Quadio. Le vigile, en train de somnoler, se leva brusquement en voyant le véhicule. Quand la portière s'ouvrit, il écarquilla les yeux. « C'est... chef ?» Jean-Marc Quadio descendit doucement, droit, silencieux, sans trembler. Il portait un grand boubou ivoirien blanc ivoire, et sa démarche était assurée. Rosine descendit à son tour, tenant son sac. Elle sourit au vigile. « Oui, chef est de retour. Et il n'est pas aussi mourant que vous le pensiez. » À l'intérieur de la maison, Clarisse était affalée dans le canapé, téléphone en main. Elle leva les yeux machinalement, puis laissa tomber son téléphone. « Papa ?» Elle se leva en courant. « Papa, tu marches? Tu parles? Tu es vivant ?» Jean-Marc hocha lentement la tête. Pas de sourire, juste un regard fixe. Didier descendit des escaliers, en tenue de sport, écouteurs autour du cou. Il s'arrêta net. « Attendez, je rêve ou quoi? Papa !» Fabrice, lui, entra par la porte de la cuisine avec une bouteille de vin à la main. En voyant son père debout, il lâcha la bouteille. Elle explosa sur le sol. « C'est pas possible !» Du fond du couloir, Marina sortit en nouant son pagne. « Qui a encore cassé ?» Elle s'arrêta net. Quand ses yeux croisèrent ceux de son mari, elle pâlit comme si elle venait de voir un fantôme. « Jean-Marc, tu es debout ?»« Eh bien vivant, » répondit-il froidement. Rosine se plaça à côté de lui, droite et calme. Papa est revenu, et il n'a rien oublié. Le lendemain matin, toute la famille fut convoquée dans le salon principal, ainsi que maître Dago, le notaire. Il tenait une grande enveloppe brune. L'ambiance était lourde. Personne ne riait. Personne ne buvait de café. Jean-Marc entra à pas lents mais ferme, et s'assit dans le fauteuil central. Il regarda chacun, un à un, puis il parla. « Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais eu de cancer. C'était un test de loyauté, un test d'amour. » Silence. Les regards se croisèrent, inquiets. Fabrice se mordait les lèvres. Didier croisait les bras. Clarisse avait baissé les yeux. Marina transpirait déjà. Le vieux père se redressa. « J'ai tout entendu, tout vu, car dans ma chambre, il y avait des caméras cachées, des enregistrements audio, des rapports quotidiens, vos querelles, vos ventes, vos insultes, vos trahisons. » Puis il tourna la tête vers maître Dago. « Me remets-tu les documents ?» Le notaire hocha la tête, sortit plusieurs feuilles et les posa devant lui. « Voici ma décision, » déclara le vieux père d'une voix glaciale. « Elle est définitive. » Il se tourna vers Fabrice. « Toi, tu as vendu mes véhicules, détourné l'argent de la société, limogé mes anciens employés comme des chiens. Tu as souillé mon nom. » Fabrice tenta de parler, mais son père leva la main. « Silence! Tu es radié de ma société. Définitivement, tu n'as plus aucun droit, et ne remets plus jamais les pieds dans mes bureaux. » Puis il fixa Didier. « Tu as vendu mon hôtel préféré, mon terrain de Sangaré. Sans autorisation, tu as utilisé cet argent pour faire le malin en ville. Tu es rayé de mes héritiers. Si tu veux construire quelque chose, fais-le avec ce que tu as volé. » Didier baissa la tête, les yeux rouges. Ensuite, il regarda Clarisse. « Tu n'as peut-être rien vendu, mais ton cœur était aussi pourri. Tu attendais ma mort pour profiter. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai envoyé faire tes études en Europe. Désormais, tu n'auras rien, tant que tu n'auras pas prouvé que tu peux faire mieux. » Elle éclata en sanglots. Enfin, il tourna les yeux vers Marina. « Toi, ma femme, celle que j'ai aimée, celle que j'ai tout donné. Tu m'as abandonné dans mon lit, tu m'as fait sortir de ma propre chambre. Et pire, tu as amené un garçon dans ma maison. Tu as souillé mon lit. » Marina fondit en larmes.
Jean-Marc, je t'en supplie. Tu as 24 heures pour quitter cette maison. Définitivement. J'ai déjà demandé à Maître Dago d'envoyer la sécurité. Et puis, il se tourna vers Rosine. Un silence doux envahit la pièce. Il lui tendit un papier. Tout ce que j'ai, maison, entreprise, terrain, hôtel, compte, tout appartient désormais. Fabrice, Didier et Clarisse poussèrent des cris étouffés. C'est Rosine, dit-il, qui m'a lavé, qui m'a nourri, qui a pleuré pour moi, qui a quitté sa vie pour rester à mes côtés. C'est elle seule qui mérite ma couronne. Maître Dago se leva, posa le document officiel de transfert de succession sur la table et le lut à haute voix. Rosine Quadio est désormais directrice générale de l'Empire Quadio. Tous les anciens employés sont réintégrés. Tous les comptes gelés sont réactivés à son nom. 1 an s'était écoulé depuis ce jour où le vieux père avait renversé la table. 1 an depuis qu'il avait rendu justice. 1 an depuis que Rosine Quadio avait été nommée directrice générale de l'Empire familial. Et en seulement 12 mois, tout avait changé. Dans les bureaux de Quadio Group, l'ambiance n'était plus la même. Les anciens employés remerciés par Fabrice avaient tous été réintégrés. Ils travaillaient avec passion et loyauté. On entendait à nouveau des rires dans les couloirs. Les clients revenaient. Les fournisseurs applaudissaient. Rosine, désormais appelée Madame la DG, était respectée de tous. Sa manière de diriger était différente, discrète, humaine, exigeante mais juste. Elle avait rouvert les chantiers abandonnés, relancé les projets sociaux et surtout, elle avait mis en place une bourse scolaire au nom de son père. Fondation Jean-Marc Quadio pour les enfants oubliés. Un matin, Rosine entra dans la grande salle de réunion. Une 50aine d'employés se levèrent en même temps. « Bonjour, madame la directrice. » Elle sourit, posa son sac et dit simplement « Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue de construire, non pas pour nous, mais pour tous ceux qui ont cru que l'amour n'avait pas sa place dans les affaires. » Tout le monde applaudit. Pendant ce temps, dans la villa familiale, le vieux père, assis sur un grand fauteuil au balcon, regardait les arbres danser sous le vent. Il portait un pagne sobre, une chemise légère et un sourire profond. Rosine arriva avec une assiette de fruits. « Tu as bien dormi, papa ?»« Comme un roi, » répondit-il. « Grâce à ma reine. » Elle s'assit à ses côtés. « Merci, papa. » Il la regarda dans les yeux. Les siens brillaient un peu. « Fier ne suffit pas, Rosine. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé mon âme. » Un silence doux suivit. Puis il ajouta « Tu sais, au fond, ce test n'était pas pour eux. C'était pour moi, pour me rappeler qui compte vraiment quand tout s'effondre. Et la réponse, c'était toi. » Rosine le prit dans ses bras. Longtemps, silencieusement. Et les autres? Fabrice? Il travaille dans une petite agence à Yopougon, sans prestige. Il a tenté de reprendre contact, mais Rosine lui a simplement dit « Commence par changer de cœur, pas de ton. » Didier? Il est parti vivre à Boaké, cherchant à se reconstruire. Il envoie parfois des lettres à leur père, mais ne reçoit aucune réponse. Pas encore. Clarisse? Elle a ouvert une petite boutique d'esthétique. Discrète. Elle essaie de prouver qu'elle a changé. Rosine la surveille, de loin. Marina, on dit qu'elle vit chez sa sœur à Daloa. Depuis son départ forcé, elle n'a plus jamais revu Jean-Marc, ni même osé prononcer son nom. Mais le cœur de l'histoire, c'est Rosine. Cette fille qu'ils avaient tous sous-estimée. Cette femme qui, en choisissant l'amour, a tout hérité. Pas par privilège, mais par mérite. À votre avis, qu'est-ce qui révèle le vrai visage d'une famille? L'argent ou la souffrance? Partagez votre avis en commentaire. On a hâte de lire ce que pense notre belle communauté. Et si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à HD Story et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore aux vraies valeurs familiales. À très bientôt pour une nouvelle histoire.